Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans Ça vous regarde. La lutte contre le narcotrafic, c'est l'épreuve du feu pour Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. La proposition de loi facilement adoptée au Sénat ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée. En cause, des mesures adaptant l'état de droit. Dossier coffre, boîte noire, régime carcéral d'exception, jusqu'où étendre le pouvoir et les méthodes des enquêteurs, jusqu'où toucher aux libertés. Question de notre grand débat. Ce soir, notre invité franc-parler ne décolère pas depuis les mots de François Bayrou sur les retraites, en fermant la porte à un retour de l'âge de départ à 62 ans. Le Premier ministre a braqué les socialistes et fragilisé le conclave avec les partenaires sociaux. Alors, motif suffisant ou pas pour censurer le gouvernement? Nous poserons la question au député PS Jérôme Guedj tout à l'heure. Enfin, la question qui fâche ce soir, et si on rapatriait la statue de la liberté, cadeau de la France aux États-Unis? L'idée de Raphaël Glucksmann pour s'opposer au tyran Trump fait beaucoup réagir jusqu'à la Maison-Blanche, tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà donc pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. Ça commence tout de suite. Comment combattre à armes égales? Les ministres de l'Intérieur et de la Justice défendent depuis hier dans l'hémicycle un texte vital, disent-ils, face à une menace existentielle. Fin de citation, le narcotrafic, la criminalité liée à la drogue qui s'étend sur tout le territoire. Alors sortir la France de ce fléau, oui, mais à quel prix? Jusqu'où mener cette guerre et avec quels outils? L'efficacité doit-elle primer sur les libertés? La fin justifie-t-elle les moyens? Bonsoir Naïma Moutchou. Bonsoir. Et merci d'être là, député Horizon, le parti d'Édouard Philippe, député du Val d'Oise. Bonsoir Antoine Léaumont. Bonsoir. Bienvenue, député La France Insoumise de l'Essonne. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, secrétaire général d'Unité Police. Enfin, bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, journaliste et présentatrice à Bismart Tech. Alors comment un texte consensuel au Sénat est devenu polémique à l'Assemblée? Tour de raison des mesures qui fâchent les députés. Pour commencer, c'est dans le récap de Valérie Brochard. Tout de suite. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Tout commence donc par une proposition de loi. Et oui, tout a commencé au Sénat, Myriam, sans aucune entrave, par une proposition de loi transpartisane co-signée par 2 sénateurs républicains et socialistes, main dans la main pour sortir la France du piège du narcotrafic. C'est le titre de cette loi dans laquelle les sénateurs proposent donc le renforcement de l'Office anti-stupéfiants. Alors l'idée, c'était de créer une sorte de DEA à la française sur le modèle de l'Agence américaine de lutte contre la drogue, la création d'un parquet national anticriminalité organisée et puis un arsenal renforcé pour frapper les trafiquants au portefeuille en facilitant par exemple les confiscations de biens, en fermant les commerces soupçonnés de blanchir l'argent du trafic. Le texte vise aussi, vous le voyez, à mettre en place un statut de repenti avec un système de protection des témoins pour encourager les trafiquants à fournir des renseignements en échange de réduction, voire de suppression de peine. Et puis, le texte vise aussi à renforcer les moyens du renseignement. Toutes ces mesures, Myriam, elles ont été examinées et votées à l'unanimité. Pas une seule voix n'a manqué le 4 février dernier au Sénat. Fait rarissime, salué par le ministre de l'Intérieur. Je voudrais vraiment remercier le Sénat, tout le Sénat, dans son ensemble, pour ce vote donc unanime, si je comprends bien. Un immense merci parce que cette unanimité va donner une impulsion décisive pour le passage à l'Assemblée nationale de ce texte. Alors là c'est une autre histoire. Hein. Quand le texte est arrivé ici, il y a 15 jours en commission des lois, fini les sourires et les applaudissements, place aux suppressions d'articles. Vous vous rappelez du volet renseignement? Eh bien, on va rentrer ensemble dans le détail. Les articles suivants ont tout simplement été supprimés en commission. Un procès verbal distinct, appelé aussi dossier coffre, supprimé. L'idée, imaginez un coffre-fort dans lequel on déposerait les informations recueillies via les techniques spéciales d'enquête. C'est le terme officiel pour décrire les écoutes, les infiltrations, les témoignages de repentis. Eh bien,
toutes ces informations resteraient enfermées et ne seraient pas versées au dossier d'instruction. La police veut protéger ses indices et ses méthodes. Les avocats, eux, dénoncent une atteinte aux droits de la défense, un manque d'équité. Et puis, le Sénat voulait aussi obliger les messageries cryptées à laisser les renseignements accéder aux échanges entre trafiquants, c'est-à-dire accéder à WhatsApp, Signal, Messenger et Telegram, ce qui est contraire à la réglementation européenne et même dangereux, d'après le rapporteur du texte, ici, à l'Assemblée nationale. La baisse du niveau de chiffrement, les backdoors, les ghosts, etc., c'est une porte ouverte à tous les ennemis possibles, y compris de notre pays. Sincèrement, la question de la manière dont nos services de renseignement appréhendent quelque part la question du chiffrement mériterait quasiment une proposition de loi ou même un projet de loi à lui seul. Donc vraiment défavorable. Et pourtant l'actuel préfet de police de Paris et ancien patron du renseignement intérieur en est convaincu, Myriam, pour lutter efficacement contre le narcotrafic, eh bien, il faut appliquer les mêmes méthodes que celles de la lutte contre le terrorisme. Les mesures dont vous parlez, ce sont des moyens d'action des services dont je peux vous dire qu'elles sont très attendues. La plupart des trafiquants échangent sur des messageries qui sont cryptées, sur lesquelles nous n'avons pas accès. Alors, il ne s'agit pas d'organiser une surveillance généralisée. Tout ça se fait sur autorisation du Premier ministre, après avis d'une commission nationale des contrôles de techniques de renseignement, qui est une autorité indépendante qui a fait la preuve de son impartialité depuis sa création. Alors c'est maintenant parti pour 2 semaines de débats en séance publique pendant lesquelles le gouvernement a promis de réintroduire les mesures écartées en commission des lois. Mais pour ça, vous le savez Myriam, il faudra convaincre une majorité de députés. Alors la gauche a d'ores et déjà annoncé son opposition au texte et même au sein du socle commun, ça coince. L'une de vos invitées, Myriam Naïma Mouchou, vous expliquera son profond désaccord avec le procès verbal distinct et même la ministre chargée du numérique, quant à elle, a exprimé des réserve sur l'accès aux messageries cryptées. Regardez, Clara Chapas craint un affaiblissement généralisé du chiffrement. Finalement, vous le voyez, que l'on soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, la question de l'état de droit dépasse tous les clivages politiques. Merci beaucoup Valérie Brochard. Alors je vais commencer avec vous, Grégory Joron, parce que c'est le terrain qui parle d'abord. Le constat, on le connaît, 110 personnes tuées à cause du trafic de drogue l'année dernière, 341 blessés. Les chiffres d'affaires du narcotrafic s'envolent jusqu'à 6 milliards d'euros par an. Il y a des saisies records, certes, de cocaïne, mais ça ne suffit pas. Est-ce que vous diriez, vous, comme policier, vous défendez aussi sur ce plateau les enquêteurs, que vous ne pouvez pas lutter à armes égales face à ce fléau qui s'étend aujourd'hui partout sur le territoire? Oui, clairement. En fait, c'est une guerre asymétrique pour nous. Réellement, on n'a pas les moyens, on est empêché. Souvent, malheureusement, mais on y reviendra sûrement plus tard, on voit bien justement les limites de l'exercice, tant dans la durée que dans le rendu devant la justice, parce qu'on a aussi des nullités qui sont, à mon avis, à discuter. Ça faisait partie aussi. On va en discuter. Empêché par la justice, j'entends empêché. Pas par la justice, par les règles. Les règles, oui, par la loi. Par qui, par quoi d'autre? Par la difficulté de la procédure pénale, et par finalement ce qu'on est en train de vivre là. J'ai envie de dire, pour une fois, il y avait un peu d'anticipation. Juste, on se reprojette en mai 2024 avec la visite d'une délégation de magistrats mexicains. C'est quand même intéressant, parce que le Mexique, pour le coup, ils peuvent parler un peu de narcotrafic. C'est un narco-État. On n'en est pas au cartel mexicain, on est bien d'accord. Non, mais ce qui est intéressant, c'est justement, on est pour une fois dans l'anticipation. Ils ont peut-être, c'est justement ce que je dis. Et donc, ils ont visité la JUNALCO, donc la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, et ils ont envoyé un message très clair d'alerte, d'alarme même, en disant attention, si aujourd'hui vous ne prenez pas les mesures, quand on regarde ce qui se passe chez vous, malheureusement, dans 10 ans, vous serez quasiment au même état que l'est le Mexique. Donc je pense que, sans dire que comparaison n'est pas raison, attention, le Mexique, c'est 450 000 morts sur les 20 dernières années liées au narcotrafic, on n'en est pas là. Mais les chiffres sont alarmants. Donc il faut ces mesures. Alors je vous propose, on va y rentrer dans le détail, puisqu'on va parler des mesures qui fâchent. Je vous pose la question, puis je fais le tour de table. On va commencer par le chiffrement. Entrer dans les boîtes noires des messageries cryptées pour accéder aux correspondances des trafiquants. Grégory Joron, ils sont tous sur Telegram, Messenger, WhatsApp, c'est tous des utilisateurs des messageries cryptées, ça c'est sûr? Évidemment, je veux dire, plus personne aujourd'hui n'utilise la ligne téléphonique normale, c'est une évidence. Donc il faut ces moyens de renseignement pour accéder à ces messageries cryptées. Naïma Mouchou, est-ce qu'il est temps d'obliger ces messageries cryptées, comme WhatsApp, Telegram, de coopérer
avec les enquêteurs, de leur permettre d'installer, pour le dire simplement, des mouchards, mais simplement dans le cadre d'enquête pour des super narcotrafiquants bien identifiés. Et vous l'avez dit en début d'émission, l'objectif c'est d'être à armes égales. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'on sera efficient dans la lutte contre cette criminalité organisée du haut du spectre, comme on l'appelle, parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller chercher les petits dealers. On n'en est plus là. On n'en est plus aux petits deals. On en est vraiment à ce qu'est devenu le narcotrafic, un système organisé. Et évidemment, la réalité qui vient d'être décrite, on la partage tous, c'est que les messageries cryptées sont aujourd'hui l'outil préféré de communication. Et par ces messageries cryptées transitent un certain nombre d'informations qui sont essentielles. Donc il faut les pénétrer dans le cadre d'une instruction judiciaire. Mais bien sûr, il faut s'intéresser à ce sujet. Mais comme pour tous les autres sujets, il faut le faire de manière à conserver un certain nombre d'équilibres. Sur cette mesure-là, on va les prendre une par une. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable sur le principe. Je le suis moins dans l'application, comme on l'a aujourd'hui, par les amendements qui ont été proposés, soit en commission des lois. D'ailleurs, il y a eu un consensus de tous les groupes. Elle a été retoquée. Elle a été retoquée par tous les groupes. Ce qui dit bien qu'il y a une problématique. Y compris par le président de la commission des lois à l'Assemblée, qui fait partie de la majorité bloc central. Absolument, mais je ne voudrais pas que le message soit dilué. Nous sommes favorables, sur le principe, à pouvoir donner cet outil-là aux enquêteurs, parce qu'effectivement, sinon, ils sont à moitié aveugles quand ils conduisent leurs enquêtes. Alors, c'est quoi le problème? Parce que le ministre dit il faut arrêter les enquêtes à la grand-papa. Voilà, c'est son expression. Oui, c'est sûr. Donc, il faut nous donner les moyens. Bien sûr, il a raison. D'entrer dans ces messages de pierre et qu'on se bat avec des sabres de bois, effectivement, on n'ira pas très loin. Mais on est obligé de se poser la question des conséquences, de jusqu'où ça va. Et effectivement, moi je ne suis pas experte du dossier, je ne suis pas experte du numérique, mais on va y venir consulter des sachants, on a entendu qu'il y avait des failles qui pouvaient être, et notamment utilisées par des cybercriminels. On comprend qu'on va fragiliser tout un système, on comprend qu'on peut pousser des services à quitter la France, que de toute manière les cybercriminels, les trafiquants peuvent demain utiliser d'autres services qui pourraient contourner. Donc ce serait contre-productif. C'est intéressant parce qu'effectivement c'est un sujet, c'est ces mesures au fond qui fait que c'est plus compliqué à l'Assemblée qu'au Sénat. Elles suscitent des inquiétudes au-delà des clivages. C'est transpartisan, les inquiétudes. Il faut qu'on trouve un moyen de donner... Alors, on va faire un point d'expertise et vous allez nous dire pourquoi vous êtes inquiet et que vous allez voter contre, sans doute, tout le texte, mais en particulier le chiffrement. Delphine Sabati, pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est impossible légalement de demander à ces messageries cryptées d'ouvrir ce qu'on appelle une porte dérobée pour permettre aux enquêteurs d'accéder à des messages, à des échanges? Déjà, toutes les messageries chiffrées ne sont pas chiffrées de la même façon, avec le même niveau de sécurité. Chiffré, ça veut dire crypté, oui. En gros. Ça veut dire qu'il y a une technique cryptographique, un modèle mathématique est appliqué pour que le message ne soit pas intercepté, ne puisse pas être lu. Il y a différents niveaux de sécurité. Si on prend par exemple la messagerie Telegram, le niveau de sécurité est assez faible, par exemple. Donc on peut s'interroger déjà sur la légitimité de ce texte. Aujourd'hui, la vraie problématique qu'on a typiquement avec un télégramme, et c'est pour ça qu'il y a eu l'arrestation de Pavel Durov, son fondateur à Paris, c'est la coopération de ces messageries avec les services de police. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Si demain on décide de s'attaquer à la technique du chiffrement, en fait on décide de s'attaquer au principe de préservation de la confidentialité des échanges. Donc c'est la garantie même qui est offerte aux utilisateurs, c'est-à-dire la sécurité totale des messages qui est remise en cause, donc tout le business en fait des messageries cryptées, si je comprends bien. Un business et puis même une sécurité qu'on apporte quand même à l'ensemble de la société, y compris aux forces de l'ordre. Il y a des équipes du RAID qui utilisent aujourd'hui Olvit, qui est la grande messagerie la plus sécurisée que l'on connaisse aujourd'hui en France, vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que personne ne connaît rien de ce qui se passe entre les deux interlocuteurs. Oui, mais là, vous prenez des exemples extrêmes. Donc, là, il s'agit, dans le cadre d'une instruction judiciaire, de permettre au renseignement d'ouvrir cette possibilité sur certaines personnes. Est-ce que ces risques que vous pointez, ce n'est pas une manière de s'y opposer en prenant, au fond, le pire? Là, on est quand même dans quelque chose de très encadré. Non ? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un outil aussi de protection. Aujourd'hui, de protection, même on parle beaucoup de la souveraineté de la France, de l'Europe, vis-à-vis d'espionnage, des attaquants. Donc on ouvrirait une faille. Alors voilà, si on décide d'installer des techniques qui permettent d'accéder à ces messages. Il y a plusieurs choses qui sont envisagées dans le texte. Il y a 3 amendements.
qui envisagent ou des portes dérobées ou des utilisateurs fantômes. On pourrait en fait mettre une troisième personne invisible dans une conversation. C'est ce que propose Bruno Retailleau comme solution. Narcotrafiquants, par exemple. Quoi qu'on fasse, de toute façon, dans ce qui est proposé aujourd'hui, ça crée une faille. Donc on ouvre la porte à quoi? Aux hackers, ceux qui veulent nous déstabiliser. À l'ingérence, carrément. On crée une possibilité d'intrusion, et cette possibilité d'intrusion, elle va se voir, elle va se connaître, elle va se propager. Et donc demain, on peut imaginer que les cybercriminels s'emparent en fait de ces nouveaux outils aussi pour créer leurs propres techniques de communication. D'accord. Donc il y a beaucoup d'arguments contre ça. Oui, ingérence, vous nous disiez, jusqu'à ça. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu une forme d'unanimité dans le débat sur le sujet. Il y a plusieurs éléments qui sont posés. D'abord, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est un peu technique, c'est en gros comme si on s'envoyait des courriers traditionnels avec des enveloppes, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait ouvrir l'enveloppe, faire une photocopie du courrier, et puis qu'on remette le courrier dans l'enveloppe et que l'enveloppe reparte. Déjà, rien que ça, sur le plan des libertés, il y a une question qui est posée. Mais indépendamment de ça, et indépendamment de la question des libertés qui a déjà été évoquée, c'est inefficace, vous l'avez dit, parce que ça introduit des failles de sécurité qui peuvent être exploitées, y compris par des adversaires de la France qui essaieraient de récupérer des messageries, qui essaieraient de récupérer des échanges. Mais surtout, c'est inefficace pour lutter contre le narcotrafic. Il y a eu des dossiers très intéressants comme EncroChat, SkyECC, qui ont d'ailleurs été décryptés par la gendarmerie nationale et par la police judiciaire. Et on peut saluer le travail de nos gendarmes et de nos policiers sur ce sujet, qui ont montré justement que ce que les narcotrafiquants cherchent, ce que les criminels organisés cherchent, ce sont précisément des messageries cryptées sécurisées, pour pouvoir échanger des messages, notamment sur les livraisons qu'ils vont faire, sur parfois des choses plus horribles que ça, c'est-à-dire des actes de torture, des actes de meurtre, commander des meurtres auprès de prestataires, de gens qui vont tuer. On l'a vu récemment avec des jeunes shooters recrutés sur Internet et mineurs. Exactement. Et ça, on a eu accès à tout ça dans les dossiers SkyECC en EncroChat, parce que précisément, on a réussi à décrypter d'un seul coup des centaines de milliers de messages, et que là, d'un seul coup, on a accès à ce que c'est que la criminalité organisée au sens littéral du terme, c'est-à-dire des gens qui se mettent en relation. Et bien précisément, c'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, il faut des moyens humains et il faut des moyens techniques. Mais les moyens techniques et humains, ils sont réclamés par la patronne du renseignement. Je me permets de vous renvoyer ça, je vous fais un peu l'avocat du diable pour être dans le contradictoire. Regardez, c'est le JDD, la patronne du renseignement, elle est là pour servir l'État, quel que soit le locataire de l'Élysée. Il faut s'adapter aux évolutions technologiques. Elle parle de cet article de loi là, sur le chiffrement, les boîtes noires sur les messageries cryptées comme d'un besoin vital. Elle dit qu'en matière de renseignement, aucune de ces messageries ne coopère, donc il est temps d'agir. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça, c'est un autre sujet quand même, le sujet de la coopération. C'est un sujet, là aussi, légal. C'est un sujet, être capable, que l'Europe soit capable d'être une voix forte, solidaire. Donc on pourrait demander aux messageries, sans passer par ce texte qui vraiment ouvrirait la faille, si je comprends bien, de coopérer. Ça vous conviendrait? Je trouve ça vraiment... D'abord, il y a un consensus quand même au niveau des experts techniques en matière de cybersécurité pour dire que quoi qu'on écrive, quoi qu'on imagine comme système d'affaiblissement ou non direct du chiffrement, si on rentre dans ces communications, ce ne sont plus des communications sécurisées. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. On crée des backdoors dans tous les cas. Ce qui est intéressant, c'est que là, le politique s'empare de ce sujet. Et quand il y a un consensus comme ça politique, c'est qu'il y a un vrai point il y a un consensus technique. À l'Assemblée. Oui. Peut-être que ça a cheminé, mais au Sénat, ce n'était pas le cas. Il y a même Clara Chapaz, la ministre du Numérique, qui évoque les difficultés. Après, il y a la question politique, qui là, moi, ne me regarde pas, qui est de savoir comment est-ce qu'on fait pression davantage sur ces plateformes. Grégory Joraud, ça existe en Belgique. Peut-être qu'on est en train d'exagérer, ça existe déjà, cette possibilité de casser les messageries cryptées, pour le dire vite. Ça se passe comment là-bas? Il n'y a pas de problème de liberté. Parce que, globalement, ils arrivent à faire de belles affaires. D'ailleurs, on a vu dernièrement, je pense qu'ils s'en sont sûrement servis en relation avec la BRI et les BRI françaises. Ils ont fait quand même un gros coup sur une dizaine de braqueurs de haut niveau. Donc, ça semble être assez efficace. Alors moi, je n'ai pas de connaissances techniques, très clairement. J'entends, je comprends quand Madame l'explique. Et j'avais suivi un peu le débat, évidemment. Après, notre réalité, c'est que je ne sais pas quelle sera la solution, mais tant qu'on n'aura pas ces moyens-là, on sera de toute façon en retard. On mettra des mois de toute
toute façon, malheureusement, à pouvoir identifier des réseaux, les différentes têtes de réseau et les niveaux les niveaux. On se retrouve un petit peu avec les mêmes débats que l'antiterrorisme. On le fait en matière d'antiterrorisme, ça, il faut le dire aussi. Pourquoi on ne le ferait pas pour le narcotrafic? Je vais vous dire pourquoi on ne le fait pas, parce que pour l'instant, on n'est pas encore assez au fond de la gamelle et qu'il n'y a pas encore de prise de conscience assez forte pour qu'on dise, tant pis, on va arrêter d'avoir peur de, potentiellement des attaques, etc. Et on va peut-être mettre les moyens, soit politiques, soit techniques, et les assumer d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est ça la réalité. Le terrorisme, on a touché la réalité en 2015. Tout le monde a compris qu'on avait changé de monde. Le narcotrafic, malheureusement, je m'aperçois qu'il va peut-être falloir quelques années. Alors, c'est le pari de ce débat. On rentre dans le détail, on prend la deuxième mesure. La deuxième mesure qui pose un vrai problème, c'est le dossier coffre. Procès verbal distinct permettant de stocker des informations recueillies via des techniques spéciales d'enquête. Là encore, supprimé en commission. Oui. Le lobby des avocats a-t-il fonctionné, Madame Maître Moutsou? Oui, mais non, j'ai évidemment ma casquette de députée et vous savez, Non, mais parce qu'ils ont le droit aussi de se défendre les droits de la défense, les avocats. Oui, non, vous avez raison, mais je ne suis ils pas sont présents d'accord avec les avocats, ils me le rendent bien aussi. Non, là encore une fois, je comprends l'objectif qui est poursuivi et qui est légitime, de se dire que dans l'usage de techniques d'enquête spéciales, il peut y avoir des informations recueillies qui devraient être confidentielles par nature parce qu'elles mettent en danger l'intégrité, la vie physique de quelqu'un. On peut prendre un exemple notamment d'un enquêteur. Voilà, vous avez la sœur d'un narcotrafiquant qui, on l'imagine, accepterait de donner les coordonnées, le domicile du suspect, et donc permettrait des micros et une mise sur écoute non-stop du suspect. Si jamais on sait que cette personne a été une aide, un indique, on la met en danger. Donc c'est sorti du dossier. En quoi c'est un problème? Alors, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que moi, je comprends l'objectif poursuivi par la mesure, par le dispositif, sur le plan de la sécurité des personnes. Et, ce qui est un objectif très élevé. Protection des sources. Oui, qu'on peut mettre au même niveau que les droits de la défense, à mes yeux. On peut le mettre au même niveau. Le problème de ce texte, en général, c'est que c'est une proposition de loi et qu'elle a été écrite par des sénateurs, que ce n'est pas un projet de loi écrit par le gouvernement avec un avis du Conseil d'État, une étude d'impact qui permet de l'écrire différemment. Et donc on s'est retrouvé avec une mesure franchement disproportionnée, mal rédigée, où les recours n'étaient pas tout à fait précis, ou même la manière dont on scellait ce rapport confidentiel. C'est quand même un élément qu'on enlève de la procédure, hein. Ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas habitués des prétoires? Quelque chose qui n'est pas versé au débat, qui ne sera pas débattu dans le cadre d'un procès. Et il était. Ça veut dire que l'avocat n'a pas les éléments. Personne ne voit. Mais du côté notamment de l'avocat et de son client. On est aveugle dans cette procédure. Donc ça pose question. Une partie de la procédure. Vous allez pouvoir parler. Antoine Léaumont, vous ferez contre aussi. Donc là, ça fait deux mesures. Mais moi, je ne trouve pas de majorité. J'ai pas de désaccord avec le fait, par exemple, d'anonymiser les personnes, et notamment, par exemple, les enquêteurs. Il y a un débat qui est posé, parce que ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit, mais la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je crois que c'est l'article 15, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a une question qui est posée à partir du moment où on parle de fonctionnaires d'État. Mais néanmoins, moi, je suis pour protéger la vie des enquêteurs. Il ne peut pas être question de mettre en danger les enquêteurs, il ne peut pas être question de mettre en danger des sources. Et cette question de l'anonymisation, disons, de faire en sorte que les gens soient protégés, ça, je pense que ça peut mettre tout le monde d'accord. La question qui est posée avec le dossier coffre, on est sur tout à fait autre chose. Et soyez bien pédagogue. Par ailleurs, particulièrement avec le fait on va rajouter potentiellement des techniques spéciales d'enquête, comme le déclenchement à distance des téléphones. Ça, c'est une mesure qui est contenue. Ça, c'est une mesure possible aussi dans le texte, mais qui a été, je crois, conservée pour l'instant. Conservée en commission des lois. Si je grossis le trait, ce n'était pas tout à fait ce qui pourrait se produire, mais je grossis le trait. On pourrait donc déclencher à distance un téléphone, faire des écoutes téléphoniques, verser ça dans un dossier qui sera un dossier mis à part en disant, bon, bah voilà, globalement, on a obtenu des informations. Et précisément, la question est de savoir si les avocats vont pouvoir avoir le droit de questionner la manière dont sont obtenues les informations pour savoir si elles sont bien légales. C'est ça le sujet qui est posé en matière de droit de la défense. Il y a ce qu'on appelle en droit de la défense l'égalité des armes, c'est-à-dire que la défense doit pouvoir défendre de manière égale. Ça veut dire que les techniques spéciales des enquêteurs qui sont cachées par ce procès verbal distinct pourraient être illégales ?
Alors vous voulez une loi illégale, ça veut dire non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on pourrait ne pas savoir exactement comment ont été obtenus un certain nombre d'informations. Oui. Or, en droit, ce qu'on a le droit de faire aussi, et précisément c'est là qu'on va rejoindre la question des nullités, c'est qu'on a le droit de faire annuler des pièces lorsque on estime qu'elles ont été acquises d'une manière qui n'est pas respectueuse de la loi. C'est ce que vous disiez sur la question de la procédure pénale, mais pour aller jusqu'au bout, il y a un peu cette idée d'une complexification de la procédure pénale. Par ailleurs, je tiens à signaler qu'en général, c'est pas nous qui rallongeons ni le code pénal, ni le code de procédure pénale. Mais néanmoins, il y a une question, moi, qui me semble posée pour alléger le travail des enquêteurs sur la procédure pénale, mais qui est un truc tout simple, qui est faire en sorte qu'ils aient des logiciels qui fonctionnent. Parce que là, pour l'instant, c'est même pas le cas. Le logiciel de rédaction des procédures pénales de la police nationale ne fonctionne pas. Ça fait 8 ans que le problème est sur la table. Et maintenant, il va falloir le régler. Et d'ailleurs, nous, on a fait adopter un amendement, avec la France Insoumise, on a fait adopter un amendement sur le sujet pour avancer sur cette question des logiciels de rédaction. Je précise, parce que c'est assez technique, sur ces fameuses chiffrements, sur les dossiers coffres, les procès-verbales qu'on enlève de la procédure, qu'en fait, c'est les moyens avec lesquels on a obtenu l'information qui ne sont pas connus, mais l'information, elle est connue, du suspect et de son avocat. Expliquez-nous, Grégory Joron, qu'est-ce qu'il s'agit précisément de garder secret ? Les techniques spéciales d'enquête, c'est-à-dire... Exemple. Non, pas exemple, du coup. Mais en fait, globalement, comment techniquement... Les heures d'écoute, on pose des micros dans des appartements. En fait, les moyens avec le nom des indiques. Non, pas ça. Vraiment, ne serait-ce que la technique d'abord. Comment on arrive à mettre un mouchard, comment on le met, comment on le suit, à quelle heure on le suit, etc. C'est quand même particulier parce qu'en fait, si vous voulez, moi, le dossier coffre, ça me fait penser à ceux qui sont contre la vidéosurveillance dans la rue. Voyez, je pense que ça va embêter que ceux qui sont concernés, en fait. Moi, vous pouvez me filmer dans la rue toute la journée, ça ne m'embête pas, puisque je pense que ça prouve d'ailleurs, et ça amène quand même une certaine forme de sécurité. Je pense que d'ailleurs, Madame la députée n'est pas opposée à la vidéosurveillance. Qui est-ce que ça va gêner, le dossier coffre, en fait, clairement ? Ça va gêner qui ? On est juste les avocats. Non, mais et les principaux suspects. Non, mais voilà. Donc, en fait, on est juste en train de dire qu'on veut protéger l'enquête et les enquêteurs, c'est-à-dire protéger l'enquête. Comment on fait pour essayer d'éviter que les trafiquants soient au courant des techniques spéciales d'enquête des policiers ou des gendarmes qui permettent de les incriminer. Je veux dire, c'est juste ça, en fait. Et ensuite, comment on protège les enquêteurs ? Ça a été dit, c'est-à-dire l'anonymisation, parce que c'est un vrai sujet, et j'en reviens à la menace du narcotrafic, parce que demain, on a déjà des policiers, déjà des surveillants de pénitentiaires, bien sûr, déjà malheureusement des magistrats, et si on ne fait rien pour protéger les enquêteurs, on va avoir un vrai sujet. Donc le dossier coffre, pour moi, j'ai juste ce regard-là. J'entends les droits de la défense, évidemment. Est-ce qu'il réussit à plaider et à vous convaincre, Madame la députée ? Très bien, mais en vérité, on est en phase. Je ne suis pas gênée, ce n'est pas le terme. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des mesures, des dispositifs qui tiennent la route, qui soient solides juridiquement. Bien sûr. Qui ne soient pas contestés après. Il y a beaucoup de mesures qui ne sont pas contestées. Le parquet spécialisé, ça va passer. Il y a d'autres contestées, en tout cas. Moins. Je sais, mais il y a une majorité dans cet hémicycle, mais ça coince quand même beaucoup plus qu'au Sénat. Je suis pour. C'est vrai. Mais vous comprenez qu'on est à la recherche permanente. On est à la recherche permanente d'équilibre. C'est ça qui fait tenir les procédures. Donc, comment on fait pour que la sécurité des enquêtes soit assurée ? Et bien sûr qu'il faut aller vers les nouvelles technologies, bien sûr qu'il faut se poser la question du dossier coffre, mais comment on fait pour que le principe du contradictoire, les droits de la défense aussi tiennent la route ? Parce que sinon, c'est la censure derrière. Oui, j'ai bien compris. Du Conseil constitutionnel. Et il sera saisi, ça, c'est sûr que si ce n'est pas constitutionnel. D'un mot, Delphine Sabatier, on va parler des super prisons pour les super narcos, si j'ai envie de... pour utiliser les narco-prisons, dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a le renseignement algorithmique qui est passé, la possibilité d'activer à distance les téléphones, tous les objets connectés. C'est quand même assez nouveau. Et ce que j'entends, ça fait écho à tous les sujets que je suis, moi, dans le numérique, c'est qu'on se dit finalement, il n'y a pas eu de consultation des acteurs, des experts pour rédiger un texte qui va être efficace, applicable. Enfin, c'est ce que j'entends. Il y a eu quand même un rapport sénatorial à l'origine de la proposition de loi. Vous voyez, les ministres ont saisi le Conseil d'État sur un certain nombre de dispositifs et le Conseil d'État a rendu des avis en disant d'accord, très bien, mais il faut encadrer. Alors justement, le Conseil d'État, il a encadré la dernière mesure dont on va débattre et qui remet d'une certaine façon en cause l'état de droit. C'est le nouveau régime carcéral d'isolement. Il a été rajouté dans le texte par un amendement de Gérald Darmanin, des quartiers de haute sécurité dans 2 prisons regroupant les criminels les plus dangereux. Explication Clément Perrault.
Gérald Darmanin a promis une ouverture pour le 31 juillet. La première prison spéciale pour narcotrafiquants sera installée dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Créée en 2015, cette prison moderne est surnommée la Forteresse. C'est ici qu'est notamment détenu Salah Abdeslam. Les 100 plus gros narcotrafiquants du pays seront mis à l'isolement total. Le ministre de la Justice, par un amendement au projet de loi étudié cette semaine, veut leur imposer des conditions drastiques. Il ne s'agit pas simplement d'une prison, mais d'un nouveau régime de détention, beaucoup plus strict. Cette prison est extrêmement originale, c'est un changement radical dans la façon de fonctionner de l'administration pénitentiaire, puisque vous aurez compris que ce n'est plus simplement des détenus pour peine qui auront été condamnés définitivement qui seront ici, mais aussi des gens en détention provisoire, comme c'était le cas de M. Amra lorsqu'il était en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Évreux. Concrètement, si le ministre obtient ce qu'il veut, les détenus seront privés de promenades collectives, privés aussi d'accès aux unités de vie familiale. Les communications téléphoniques se feront par cabine depuis la cellule et limitées à 2 heures, 2 jours par semaine. Le dispositif de séparation physique lors des visites au parloir sera obligatoire, tout comme les fouilles à nu après tout contact avec l'extérieur. Enfin, la mise à l'isolement sera renouvelée tous les 2 ans au lieu de tous les 3 mois. Dans un autre amendement au projet de loi, Gérald Darmanin veut aussi généraliser l'utilisation de la visioconférence lors de la conduite des enquêtes. Les détenus qui doivent être interrogés le seront sans sortir de la prison afin d'éviter les risques liés au transfert. À terme, ce sont 700 détenus qui seront soumis à ces conditions de détention dans cette prison et dans celle de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Voilà, et on sent bien que l'évasion de Mohamed Amra est aussi derrière ces amendements pour éviter des évasions de ce type. On fait ces super prisons, super narcos. Grégory Joron, il y a quand même une volonté d'être révolutionnaire et très dur. Je reprends les mots du garde des Sceaux, avec tout ce qui a été listé sur l'isolement, les 2 ans, les cellules individuelles, la privation de promenade, bref, faire en sorte qu'il n'y ait presque aucune possibilité de communiquer avec l'extérieur. C'est nécessaire ? Mais c'est l'écart qui fait bizarre. C'est-à-dire qu'en le disant, ça veut dire que tout ce qui est proposé là n'était pas fait avant. C'est quand même très particulier quand on est ou suspecté ou incriminé d'être un délinquant du haut du spectre, notamment dans le narcotrafic, et quand on sait tout ce que ça génère comme criminalité autour, trafic d'armes, etc. On commandite des assassinats depuis sa prison. C'est quand même très particulier de se dire que ces gens-là étaient finalement pas traités comme ça. Moi, c'est ce que je vois. Donc il était temps. Oui, et évidemment qu'un Carville vient forcément entrechoquer tout ça, puisqu'on a aussi changé de monde, malheureusement, quand mes collègues des services de surveillance pénitentiaire ont été confrontés à ce qui s'est passé. Donc la visio, notamment, parce que c'est pour eux un cheval de bataille, je me fais l'humble porte-parole de mes homologues de EcoJustice, c'est évidemment visioconférence pour éviter la mise en danger inutile des agents par rapport à des individus dangereux. Vous voterez toutes ces mesures pour ces prisons très spéciales, bien finalement, ça va être mis en place parce que c'est une nécessité. Oui, c'est une nécessité, nous n'avons pas le choix. Tout le monde sait que les prisons, aujourd'hui, nos établissements pénitentiaires classiques sont des passoires. Des passoires. Vous avez des détenus, aujourd'hui, narcotrafiquants, qui, depuis leur prison, ont installé des bureaux où ils peuvent continuer à instruire leur trafic, vous voyez, à distance, ils ont des téléphones, ils peuvent continuer à faire pression sur des témoins, ils peuvent menacer des familles, ils peuvent commanditer des crimes. Ce n'est pas acceptable. Donc isolement maximum. Vous savez ce que dit la contrôleuse des prisons, Dominique Simoneau ? J'imagine bien. Elle dit qu'on fabrique les fous comme ça. Et la récidive. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais attendez, nos prisons aujourd'hui sont déjà des boîtes à récidive, qu'on se le dise. Donc imaginez, mais oui, malheureusement, pour des tas de raisons, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, mais aujourd'hui, on parle d'individus qui ne sont pas des enfants de cœur. Donc on a besoin effectivement de ce système carcéral plus strict, beaucoup plus strict. Pourquoi ? Pour couper les têtes de réseau. On parle de trafic ici qui sont très Donc pour les détenus condamnés du haut du spectre, y compris pour ceux qui attendent leur jugement et qui sont en détention provisoire. Mais oui, bien sûr, tout aussi dangereux, parce qu'ils sont tout aussi dangereux. Tout aussi dangereux. Vous aurez le mot de la fin, vous voterez contre, j'imagine. On votera contre, et je sais que désormais dans notre société, et c'est malheureux, c'est difficile de convaincre sur la base de la question des libertés. Donc je vais parler de la question de l'efficacité. Moi, j'estime que ces prisons, elles font courir un danger
au personnel pénitentiaire qui est un danger majeur. Pourquoi? Parce que quand j'en ai parlé avec M. Darmanin, qui m'a reçu au ministère de la Justice, il m'a dit non mais on va travailler pour faire en sorte d'éviter les mécanismes corruptifs à l'intérieur de la prison. Et j'ai posé une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. J'ai demandé à l'extérieur de la prison, il y a quoi qui est prévu exactement? C'est-à-dire, les narcotrafiquants, il faut voir leur comportement. La corruption, elle passe pas seulement par l'argent, elle passe par la menace sur eux et la menace sur les familles. Donc, qu'est-ce qui va être prévu pour que quand les personnels pénitentiaires vont sortir de la prison, retourner chez eux, qu'est-ce qui va être prévu pour les protéger, pour faire attention à eux? Parce que là, on est en train de concentrer. En tout cas, pour les suspects, pour les condamnés, il n'y aura quasiment aucun contact avec les familles. Tout ça est très strictement regardé dans les parloirs. Il faut comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est concentrer au même endroit une capacité corruptive qui est une capacité corruptive gigantesque. Et ça, j'ai l'impression qu'à part le côté on va faire les forts, on va montrer les gros bras, etc., cette partie-là m'a l'air d'être mal prise en compte. On parle de profil comme Mohamed Amra. Moi, j'ai aucun état d'âme. On s'arrête là. On voit vraiment bien les lignes de clivage. On a essayé d'être le plus clair possible sur les différentes mesures qui encadraient, adaptaient l'état de droit. On verra leur devenir dans l'hémicycle, majorité ou pas. En tout cas, le Conseil constitutionnel sera saisi, c'est sûr, et aura son mot à dire. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP. Et bonsoir, Jérôme Guedj. Merci d'être mon invité franc-parler dans un instant pour évoquer le fameux conclave sur les retraites que François Bayrou semble avoir purement et simplement torpillé. Les socialistes, votre famille politique, ont-ils été roulés dans la farine par le Premier ministre? Sont-ils prêts à censurer le gouvernement et quand? Élément de réponse juste après l'invitation de Thibault Enoch. Si on vous invite, Jérôme Guedj, c'est que le député et porte-parole du Parti socialiste que vous êtes avait senti le vent tourner sur la réforme des retraites. Toute pression sur les partenaires sociaux en invoquant le contexte géopolitique est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez garantir que le cadre de cette négociation n'a pas changé? Une question posée mardi dernier et à laquelle la ministre du Travail vous avait répondu. En aucun cas, nous n'allons interférer sur le travail de cette commission. Seulement ce dimanche, patatras. 62 ans, ça va être possible, ça ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Le Premier ministre semble fermer la porte au retour de l'âge légal à 62 ans. Une déclaration en rupture avec la position jusqu'ici défendue par le gouvernement et rappelée par le ministre de l'économie. C'est aux partenaires sociaux de décider. La ligne qui a été fixée, c'est sans totem ni tabou. Sans totem ni tabou, des mots du Premier ministre lors de son discours de politique générale. Seulement, maintenant que le tabou est brisé, d'autres membres du gouvernement s'engouffrent dans la brèche. La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, c'est pas réaliste. Alors le conclave des partenaires sociaux, obtenu par les socialistes en échange d'une non-censure, est-il devenu un marché de dupes? LFI s'engouffre dans la brèche. Ce conclave se révèle définitivement être une arnaque. À l'époque, M. Faure disait que s'il n'y avait pas la possibilité d'abroger la retraite à 64 ans, il y aurait une censure. C'est bien de parler de censure, c'est mieux de le faire. Le PS mis au défi qui répond par la voix de son premier secrétaire qu'il n'exclut rien. Alors Jérôme Guedj, alors que François Bayrou aujourd'hui persiste et signe. Supprimer la réforme et de revenir aux 62 ans, je prétends que ça n'est pas possible. Faut-il censurer le gouvernement? Et bienvenue sur ce plateau, Jérôme Guedj. Il vous a piégé, François Bayrou? Non, il s'est piégé tout seul. Parce que la parole d'un Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale dans un discours de politique générale, moi j'y prête quand même de l'attention. Et la négociation que nous avons eue avec lui, nous les socialistes, et je n'ai pas la négociation honteuse, comme je n'ai pas eu la non-censure honteuse, était très claire. Nous avons permis de remettre le dossier de la réforme des retraites sur l'agenda politique. Il avait dit sans tabou ni totem. Sans tabou ni totem, sur tous les sujets, y compris l'âge légal. Donc il remet en cause sa parole. Ça s'appelle un mensonge? En tous les cas, ce n'est pas respectueux de la parole donnée devant l'ensemble des Français et, accessoirement, de l'accord, d'une certaine manière, qui avait été passé avec certains des parlementaires, en l'occurrence les socialistes. C'est pas respectueux, mais est-ce que c'est pas un peu plus franc? Tout le monde sait bien qu'avec la nouvelle donne géopolitique, les milliards à trouver pour la défense, les déficits plus importants que prévus du système des retraites, tout le monde sait bien que ça coûterait beaucoup trop cher de revenir à 62 ans. Sur le fond, est-ce qu'il dit pas tout haut ce que tout le monde sait déjà? D'abord, sur la forme, je continue à dire que quand on confie, et il l'a redit cet après-midi, voilà, il a essayé un petit peu de rétro-pédaler,
très modestement, ça vous suffit pas non, ça suffit pas, en disant que sa position est une position d'observateur. C'est assez cocasse pour un Premier ministre. Vous parlez à titre personnel. Voilà, en disant son point de vue à lui, c'est que c'est pas possible, et il compte sur le fait que les partenaires sociaux arrivent à cette conclusion. J'ai préféré davantage, parce qu'il y a eu 2 questions sur le sujet cet après-midi, la réponse d'Astrid Panosyan-Bouvet, qui a très clairement dit: nous continuons à faire confiance aux partenaires sociaux. Laissons le dialogue social voir s'il peut mettre tous les sujets sur la table, celui du retour à 62 ans, la question des financements qui pourraient être mobilisés, ça c'est sur la forme. Et sur le fond, là je ne suis pas d'accord avec vous, Myriam Ankawa, parce que bien sûr qu'il y a un effort de défense légitime nécessaire. On peut revenir aux 62 ans, franchement. La même temporalité de ce besoin de financement. Si demain matin, on mettait 10 milliards d'euros sur la table, on ne saurait pas les dépenser pour l'effort de défense. Rien que sur les retraites, il y a des déficits. 6 milliards aujourd'hui, dans le temps. 15 dans 5 ans. Oui, mais parce qu'on a préféré la solution d'allonger la durée du travail, le report de l'âge légal, plutôt que d'examiner le cocktail de mesures de financement et le cocktail de mesures sociales. Donc il y a encore du grain à moudre on augmente l'emploi des seniors, ça me paraît un levier bien plus important. On réfléchit sur des sources de financement qui peuvent équilibrer le régime, ça paraît plus utile. Et un dernier mot, parce qu'on lit le débat sur dépenses sociales et dépenses militaires, la cohésion d'un pays, ça repose sur la cohésion sociale. Et la première ligne de défense d'un pays, c'est la cohésion de son peuple. Donc on ne touche pas au modèle social et on ne remet pas en cause la parole. Si on fait ça, alors on n'aura pas le soutien nécessaire à l'effort de défense. Pour l'effort de défense plus tard. Simple question, je ne comprends pas pourquoi vous ne censurez pas, ou au moins menacez de censurer. François Ruffin, lui, il n'a pas ces pudeurs-là, il dit qu'il faut censurer. Les choses ont été claires. Nous avons dit que s'il n'y a pas de texte qui revient devant l'Assemblée nationale, alors le principe de la non-censure, laissons le dialogue se nouer. N'interférons pas avec cette discussion. Elle a lieu tous les jeudis après-midi. Il faut qu'ils puissent rentrer dans le dur. Jeudi dernier, ils ont parlé des carrières longues. Et il faut qu'ils puissent parler de l'âge légal, des sources de financement qui peuvent être mobilisées. Justement, ce conclave, son avenir, il y a la CGT qui va décider si elle part ou pas demain. Il y a l'UDP, le syndicat de patronat, qui est parti aujourd'hui parce qu'il a dit, au fond, quelle hypocrisie, nous reste pas sur ces questions d'âge légal. Et puis, il y a CFDT, partenaire historique de la gauche au pouvoir. Est-ce que vous leur dites restez ? Marie-Lise Léon a rendez-vous ce soir avec François Bayrou. Vous lui dites quoi, Marie-Lise Léon ? Je lui dis que ce qui a fait la force de la mobilisation, c'était l'intersyndicale qui avait une position commune pendant tout le débat sur les retraites, de la même manière que nous à l'Assemblée nationale, et avec d'autres, je n'ai pas ménagé ma peine, pour débusquer tous les faux-semblants de cette réforme des retraites. Donc il y a besoin de garder un front le plus large possible. Donc moi j'ai Restez donc. Évidemment qu'il faut rester. Parce que c'est le moyen de mettre la pression, c'est une pression syndicale, et de l'autre côté, il y a une pression politique. Je le redis, le gouvernement doit être facilitateur, parce que c'est l'attente des Français, et accessoirement pour François Bayrou, c'est la condition de sa survie politique. J'aimerais comprendre quel est votre rôle au sein du PS. Vous avez beaucoup pesé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous êtes un artisan de la non-censure de François Bayrou. Et vous avez déposé une résolution, une contribution, pardonnez-moi, c'est avant la motion. Vous êtes candidat ou vous n'êtes pas candidat ? On a déjà 3 candidats, Boris Vallaud, Olivier Faure et M. Mayer-Rossignol, peut-être même Karim Bouamrane qui se prépare. Vous en êtes ou pas ? Moi, j'aime trop ce parti pour enjamber les étapes. On a un congrès qui doit donc permettre de trancher 3 choses. La ligne politique, qui doit être claire, et moi je suis pour une ligne claire. Pour faire simple, je suis très à gauche et très républicain. La question sociale, elle est centrale. Le social, c'est du régalien, les vulnérabilités, les services publics, le pouvoir d'achat, le partage des richesses. Donc voilà, j'assume cet ancrage à gauche. Mais ça ne se fait pas au détriment d'un ancrage républicain. Il faut rompre définitivement avec Jean-Luc Mélenchon. Je suis laïque, je suis attaché à la synthèse jaurèsienne, voilà, la République sociale. On ne peut pas avancer l'un sans l'autre. Alors tout ça, c'est des très beaux mots, et ils sont totalement louables dans le sillage de l'héritage socialiste. Ça fait une candidature ou ça ne fait pas une candidature ? En tous les cas, ça fait une candidature des idées. Et vous avez parlé de la contribution à laquelle je travaille avec Laurence Rossignol et en discussion avec d'autres dans le Parti socialiste. Parce que, à nouvelle donne, celle que nous vivons aujourd'hui, le contexte international menaçant, la menace toujours présente du Rassemblement national et les dérives de la France insoumise. Donc vous y pensez. On les a encore vues aujourd'hui. Face à ces 3 enjeux, il faut une nouvelle direction pour le Parti socialiste. Nouvelle direction, nouveau leadership. Nouvelle direction, c'est-à-dire
savoir où on va et qui porte cette orientation. Et donc moi, je jouerai sincèrement le jeu de ce dialogue, de cette discussion avec l'ensemble de mes amis du Parti socialiste, parce que, vous savez, je ne veux pas théoriser des PS irréconciliables. Par contre, il faut avoir une ligne claire. Ce n'est pas un congrès pour désigner un candidat à l'élection présidentielle, c'est pas un congrès pour arrêter un programme tout figé, et c'est pas un congrès pour dire comment on va désigner le candidat à l'élection présidentielle. La clarté, c'est beaucoup la ligne par rapport aux Insoumis. Hein. Vous sortez d'une alliance pas qui a que, plus que du raison. plomb dans l'aile. Donc la première des clarifications, ce serait de dire l'avenir du PS se fait sans les Insoumis pour vous, clairement. Évidemment. Évidemment. Olivier Faure est-il suffisamment clair sur ce point pour vous? Ça va être l'enjeu du Congrès, de dire les choses. Oui ou c'est non? De dire les choses avec clarté. Il est moi, pas j'ai estimé, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y ait une orientation plus assumée, qu'on ne sacrifie pas l'ancrage social sur les questions républicaines. Et donc, je veux porter avec d'autres cette ligne-là. Et on verra ce que les militants décident. Voilà, moi je suis disponible pour mon parti, mais dans le cadre collectif. Je suis encore porte-parole du Parti socialiste, je suis secrétaire national à la laïcité, et je porte ces combats à l'intérieur de cette famille que je n'ai jamais quittée. Vous savez, ça va faire cette année 32 ans que je suis adhérent au Parti socialiste. Alors justement, la laïcité, valeur de gauche s'il en est, mais pas seulement. Elle a été clairement mise en question cet après-midi lors des questions au gouvernement. Cacophonie au sein de l'exécutif sur la question du port du voile dans le sport. On va écouter la réponse de la ministre Aurore Bergé. Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement, c'est celle portée par le Premier ministre, et cette ligne, elle est très claire. Évidemment, la lutte déterminée contre toute forme d'entrisme islamiste. Cette ligne, elle est très claire. C'est le soutien à la proposition de loi amendée qui a été portée au Sénat. Cette ligne, elle est très claire et elle dit explicitement qu'il n'y a aucun signe religieux ostentatoire qui doit pouvoir être porté dans les compétitions sportives. Le voile dans le sport, c'est de l'entrisme islamiste ou pas pour vous, Jérôme Gage? En tous les cas, il ne faut pas aborder le sujet vous répondez pas. Par le biais d'un débat sur la laïcité. J'insiste sur ce point, parce que la laïcité, c'est un talisman tellement précieux qu'il ne faut pas la dévoyer. Elle a tort, la ministre Aurore Bergé, de parler de laïcité. Elle a tort d'invoquer la question de la laïcité sur ce sujet spécifique. Parce que la laïcité, c'est le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 que nous célébrerons cette année. C'est la liberté de croire et de ne pas croire, de pouvoir le faire sans pression. Donc ça n'est pas de l'entrisme forcément. C'est la neutralité pour les agents public, mais c'est la possibilité pour chacun d'exprimer sa croyance. Y compris sur un terrain de football? Alors, tout le débat qui doit avoir lieu, parce que moi, je n'élude pas la question. Là où il y a des situations d'entrisme, de prosélytisme, de pression qui sont faites sur les uns et les autres, alors là, il faut qu'on puisse réguler. Vous savez, c'est ce qui s'est fait dans les entreprises. Depuis la loi de 2016, une entreprise peut prendre un règlement intérieur pour des conditions de bon fonctionnement de la vie commune dans l'entreprise. Qui régulerait dans ce cas-là? S'il y a atteinte à l'ordre public, par exemple. Il faudrait que ce soit les fédérations, comme un employeur peut pour des questions d'hygiène, des questions de sécurité, des questions d'accueil du public, d'image de l'entreprise, dire que pour certains types de salariés, on ne peut pas porter de signes religieux. Donc ça n'est pas le rôle du législateur, il va y avoir une proposition de loi du Sénat. Vous la voterez pas? Vous voterez contre ce texte qui considère qu'il faut interdire le voile dans tous les sports, que ce soit fédération ou association, quels que soient les sports? D'abord, aujourd'hui, il y a eu une jurisprudence récente du Conseil d'État qui a considéré que la Fédération française de football, qui avait pris une réglementation pour limiter et contenir le port de signes religieux par, en l'occurrence, des footballeuses, le Conseil d'État a reconnu que la réglementation de la FFF était valable juridiquement. Et donc, il faut regarder, je ne suis pas convaincu qu'il y ait besoin... À chaque fédération, à chaque association Alors, les fédérations nous disent qu'on a peut-être besoin d'un cadre qui nous permet de le faire. Mais moi, je ne veux pas qu'on bascule, et on le voit dans l'instrumentalisation, dans une stigmatisation d'une partie de nos concitoyens. Là où il y a de l'entrisme, du prosélytisme, des relais de l'islamisme qui existent, il ne faut en aucun cas avoir la naïveté de dire qu'ils n'existent pas. Mais indiquer et créer un précédent qui serait pour moi détestable au regard de l'adhésion qu'on doit avoir à la laïcité, de dire que désormais dans une partie de l'espace public où normalement on doit pouvoir exprimer sa foi, on l'interdit de manière générale et absolue. Voilà. Pour répondre à votre question, je suis opposé à une interdiction générale et absolue. Par contre, donner des moyens aux fédérations sportives pour pouvoir réglementer au nom de la pratique sportive et au nom d'un principe qu'est la Charte olympique. La Charte olympique, dans son article 50, elle dit très clairement qu'on est là sans exprimer ses opinions religieuses ou politiques parce que le sport, c'est universaliste. D'où l'interdiction d'ailleurs du voile pendant toutes les dernières JO récentes.
Vous m'accorderez qu'il y a encore du boulot pour l'unité sur ces questions-là au sein du PS, pour terminer? Non, moi je pense que... Parler d'une seule voix? J'espère parler d'une seule voix sur ces questions-là. Je pense que c'est un point justement de rassemblement, parce que l'universalisme républicain et la laïcité, c'est le ciment à partir duquel on peut construire un discours de concorde sur la question sociale comme sur la question républicaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme Guedj. Bonne campagne pour le Congrès. Le texte de la contribution d'abord avec Laurence Rossignol et peut-être peut-être d'autres, voilà. Si affinité. Allez, on va terminer avec la question qui fâche, qui nous emmène outre-Atlantique ce soir avec nos chroniqueurs. Et une question qui fâche, en compagnie ce soir de Bertrand Perrier. Bonsoir Myriam. Bertrand, grand plaisir de vous retrouver. Maître Perrier, avocat près la Cour de cassation. Et bonsoir Émilie Zapalski. Bonsoir. Ravie de vous accueillir, communicante politique. Préparez-vous, voici donc la question qui fâche ce soir. Dimanche soir, Raphaël Glucksmann rassemblait ses militants à l'occasion d'un meeting et cette phrase n'est pas passée inaperçue. Rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Une phrase choc qui en entraîne une autre. La Maison-Blanche rétorque quelques heures plus tard dans une déclaration officielle via la porte-parole de la présidence américaine. Le président Trump va-t-il renvoyer la statue de la liberté en France ? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français anonyme de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis d'Amérique que les Français ne parlent pas allemand aujourd'hui. Il devrait donc être très reconnaissant envers notre grand pays. Et voici l'épicentre de ce psychodrame politique. Cette statue, cadeau diplomatique de la France en 1886, dressée sur le port de New York, devenue au fil du temps l'allégorie du rêve américain. Hier encore, Raphaël Glucksmann enfonce le clou avec un message adressé aux Américains sur les réseaux sociaux. C'est précisément parce que je suis pétrifié par la trahison de cette Amérique-là que j'ai dit hier que nous pouvions symboliquement reprendre la statue de la liberté. C'était un appel au sursaut. Une guerre de communication entre des États. Alors, cette statue, faut-il vraiment la récupérer? Voilà, question qui fâche, signée Baptiste Gargui-Chartier. Bertrand Perrier, réponse. Non. Évidemment, de toute façon, Raphaël Glucksmann est lui-même revenu sur sa déclaration. Elle est juridiquement d'ailleurs la propriété des États-Unis d'Amérique et on n'imagine pas que l'Égypte viendrait récupérer l'obélisque sur la place de la Concorde et donner ses données, reprendre ses volets. Juridiquement, ça n'est pas possible. Alors il a dit pour le symbole, elle appartient aux Américains. Ça n'est pas possible non plus. Après, symboliquement, on voit bien que c'est un monument qui matérialise l'amitié franco-américaine puisqu'elle a été fondue en France et puis transbordée aux États-Unis en 1886 pour être inaugurée. Donc c'est un cadeau qui symbolise l'amitié franco-allemande et la contribution des deux États à la guerre d'indépendance. Et au-delà de ça, c'est la liberté qui éclaire le monde et pas seulement les États-Unis. Et donc ce sont toute une série de valeurs, les droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage aussi parce que c'était dédié à la veuve de Lincoln à l'origine. Donc il y a l'idée de valeur, de lumière. D'ailleurs c'est assez intéressant, le socle a été financé par les États-Unis et la statue par les Français. Donc symboliquement et matériellement, c'est indissociable. Et donc on voit bien... et Viollet-le-Duc, l'architecte qui nous enviait avec et Gustave Eiffel en est aussi le concepteur et Bartholdi en est le sculpteur. Donc les plus grands Français de la fin du 19e y ont contribué. Bien sûr, symboliquement, on voit bien que aujourd'hui, mais c'est là où Glucksmann, à mon avis, fait erreur, c'est qu'il considère que parce que temporairement, les États-Unis sont incarnés par Trump, qui, selon lui, n'incarne pas, ne représente pas les valeurs de la Statue de la Liberté, il faudrait l'enlever. Mais non, je crois au contraire qu'il faut la maintenir précisément comme un symbole. Alors, il a un peu corrigé aujourd'hui. Il a dit en gros, puisque Trump ne défend pas les valeurs qu'incarne cette statue, nous, les Européens, et puis même j'appelle les Américains, à le faire en défendant au fond cette statue plutôt qu'en voulant la déboulonner. Est-ce que d'un point de vue de la communication, même s'il est un peu moqué, c'est vrai, c'est un bon coup? Moi, je ne suis pas sûre. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, il a été repris
par la porte-parole de la Maison-Blanche. Bon, il a été aussi un petit peu méprisé, hein, parce qu'elle l'a traité d'un homme politique qu'on ne connaît globalement pas. Moi, je pense que faire du buzz pour faire du buzz, moi, la question, je me demande plus, c'est est-ce qu'il faut reprendre les codes de communication de Trump pour le combattre? Et j'ai l'impression que là, on s'abaisse un petit peu à cette espèce de façon de se donner des coups par médias interposés en faisant monter la sauce. Alors, il a trouvé quand même le sujet qui est l'objet d'une question en conférence de presse à la Maison-Blanche. Oui, tout à fait. C'est pour ça, on peut se dire, il a le Graal d'avoir été cité par la porte-parole de la Maison-Blanche, mais je ne suis pas sûre que ça fasse grand-chose derrière de plus. Donc oui, c'est très bien, parce que Raphaël Glucksmann, on sent bien qu'en ce moment, il essaie de se trouver un chemin pour refaire parler de lui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à gauche, en dehors de la France insoumise. Il se rapproche probablement d'Hollande. Il y a quelque chose qui se fait. Il a besoin de communication. C'est pas quelqu'un dont on a entendu beaucoup parler depuis un moment, hein, depuis qu'il a fait 14% aux élections européennes. Il a un peu disparu des radars. De temps en temps, il pointe son nez. Là, il a fait un gros buzz. Il faut qu'il assure après le service après-vente de son buzz pour qu'il soit réellement efficace. Moi, je pense que vraiment, la question de savoir si on combat vraiment Trump avec la même façon de faire, moi, je ne suis pas si sûre. C'est s'abaisser à des choses qui sont parfois pas forcément nécessaires. Et puis, juste une remarque, hein. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est temporaire, Trump. En tout cas, on peut imaginer qu'il reste 4 ans, c'est la deuxième fois. C'est pas toute l'Amérique. Toute l'Amérique n'a pas voté pour Donald Trump. Donc, moi, je trouve que c'est le même débat qu'on a, nous, donc, il faut la défendre là où elle est, la statue. Ouais, puis de toute façon, même ceux qui votent pour Trump, on doit les respecter. Et moi, j'ai beaucoup de mal à dire les Américains, alors voilà, maintenant ça devient des gens qui sont guidés par un tyran et qui sont d'accord avec ça. Moi, j'ai pas du tout cette vision des États-Unis. Il ne faut pas généraliser. Et je pense que c'est très mauvais quand on commence à généraliser. Bertrand. Oui, c'est une petite enclave de liberté qui reste là et qui leur rappelle ce qu'ils sont, ce qu'ils ont toujours été. Il faut se rappeler que la Statue de la Liberté, c'est la première vision des États-Unis d'Amérique qu'ont les migrants lorsqu'ils arrivent sur le port. Et donc, symboliquement, c'est très fort. Peut-être un mot sur la réponse qui a été faite, parce qu'elle est intéressante aussi, cette réponse de la porte-parole de la Maison-Blanche. Rappelez-vous de l'histoire du débarquement. Alors, elle dit deux choses qui, rhétoriquement, sont extraordinaires. D'abord, il y a une attaque ad hominem, mais vraiment typique. C'est un petit politicien qu'on ne nomme pas, donc attaque ad hominem. Et alors, il y a un effet de rhétorique que j'aime énormément, c'est le whataboutisme, c'est-à-dire la stratégie de la diversion. Puisqu'on est attaqué sur la situation des libertés aux États-Unis aujourd'hui, on ne répond pas du tout sur le sujet, mais on déplace le sujet en disant que si les États-Unis n'avaient pas été là, eh bien les Français parleraient allemand aujourd'hui. C'est oublier le rôle de la résistance française, tout cela, peu importe. Mais je trouve symboliquement que c'est intéressant, cette diversion qui est une technique que Schopenhauer a déjà décrite dans Les stratagèmes pour avoir toujours raison, et qui est absolument classique, de contre-feu. On nous parle de l'Amérique aujourd'hui, hop, je renvoie à l'Amérique de 1944. Et à ce jeu-là de remonter le fil de l'histoire, on peut aussi dire Lafayette. Et on peut rappeler aux Américains qu'ils seraient peut-être britanniques, sans nous les Français. Mais alors c'est sans fin, et qui c'est qui gagne? Qui gagne là-dedans? Donc c'est des points qui sont distribués. C'est pour ça que moi, en termes de communication, je ne suis pas sûre que ça fasse plus que là, on va en entendre parler pendant un petit moment, et puis ça va partir aux oubliettes. Et puis, je trouve que c'est aussi jugé beaucoup. Sur la liberté, on pourrait dire beaucoup de choses en France. Enfin, je pense qu'on n'a pas à juger comme ça et à se positionner si frontalement. C'est ce que cherche Trump, hein, et il le fait très très bien à sa façon. Et là, on répond complètement à sa demande. Zelensky s'est fait avoir dans ce fameux plateau, le show qu'avait organisé presque Trump. C'était terrible. Et bien là, on a l'impression que les hommes politiques et les femmes politiques ne savent pas comment réagir à cette communication brutale de Trump. Et en même temps, pour terminer, comme on voit très peu les démocrates se lever pour résister à Trump, l'autre Amérique est assez silencieuse. On se dit qu'entre Raphaël Glucksmann et le sénateur centriste Claude Maluret, superstar, finalement, depuis la France, le discours anti-Trump prend une certaine forme, malgré tout. On a l'impression que c'est ici où la liberté des États-Unis est née, en quelque sorte, qu'on arrive à avoir un ferment de résistance, parce que nos hommes politiques parlent évidemment de Trump et de Musk pour le discours génial de Maluret. Là, Glucksmann a son petit effet. Je pense que le simple fait qu'ils doivent l'expliquer dans un deuxième tweet atteste que la première était peut-être pas très bonne, mais c'est intéressant. Merci beaucoup. Un dernier mot très rapidement. Maluret, très bon, mais Trump, dans tout ce qu'il y a de Trump, il faut faire attention. Le protectionnisme, on est en train de faire exactement la même chose que ce qu'il faisait. Donc, à force de critiquer l'anti-Trump, moi, j'y crois pas. Je pense on ne critique pas le Trumpisme avec les méthodes de Trump. C'est la leçon du soir. Merci beaucoup pour ce chouette face-à-face sur l'idée un peu saugrenue de Raphaël Glucksmann. On se quitte ici ce soir. Merci de votre fidélité. Ça vous regarde revient demain. Très belle soirée.